Azoul نشوف يسون نرزد السيارة استوديو فيربيرفيل 20e arrondissement de Paris يوكنا نملي أمل إبراهيم جلو دي سوفرانيو نوض السيدة ما ينوثو ساني كان استقبيليث جالس وطاس ثلاثة جميلت يدير جمال عالم تسعة عن تيزلاثين ينس شنوس استقبيليث خاصو تمسلير هذاك نيلاق ونعرضو كان مسلي ستورميتي ميلان دعنو ذي قدشن يدس نمليل أقول مسا أمل إبراهيم جلو أزول بونسوار أزول فلما مال ملي لا نقول مسار صغيرة بيان أزول أزول محمد أزول يودي غادي السكيت نسيهين غاما ذاكي كشتي راه تخمض كي راه غيسفر هذا كوين الشنا نملي لا نقول مس توماكيك أزول Bonsoir. Bonsoir. Vous avez fait la musique et les arrangements. Absolument. On ne vous l'a pas dit, mais on l'a fait en kabyle ce soir, l'émission. C'est parfait pour moi. Très bien. On va commencer avec Amel. Vous êtes connue, donc vous êtes chanteuse, vous êtes soprano de l'opéra. Qu'est-ce qui vous a amené à sortir ce disque, ce magnifique disque? Je rappelle qu'on a enregistré 2 titres et il y avait d'autres musiciens avec nous, notamment Rachid qui est votre frère. Il y avait Rachid Brahim Djeloul à l'alto aujourd'hui et Dahman Khalfa à la percussion, en plus de Thomas à la guitare. Voilà, de Thomas à la guitare. Alors comment est né le projet, ce projet, Les Chemins qui montent? Alors non, Les Chemins qui montent, il y a tout. Il y a Taoussa Amrouche, il y a Mouloud Feraoun, il y a Jamel Allam, il y a Idir, il y a Djura. D'abord, c'est toute la Kabylie, j'allais dire. Comment c'est toute cette culture kabyle algérienne que vous avez voulu mettre en avant? Comment est venu le projet? D'abord, de l'amour de Idir, en premier lieu, de Jamel Allam également. C'est des chanteurs qui ont bercé mon enfance. J'ai beaucoup écouté ça dans la voiture, à la maison. On était amoureux de ce répertoire-là avec ma famille, mon papa, voilà. Et puis, en cheminant dans le temps, j'ai rencontré des étudiants kabyles à l'école normale à Alger qui grattaient tous à la guitare et qui me disaient « Mais Amel, tu veux pas chanter ?» Je dis « Mais moi, je veux que ça, chanter des chansons de Idir. » Donc, j'avais commencé il y a très très longtemps par chanter M dièse et El Khérénou à Alger. Puis ensuite, j'ai embarqué ça dans mes valises et bien plus tard dans le temps, j'avais très envie de rendre un hommage un peu à la musique traditionnelle méditerranéenne dans une forme de globalité. Donc on avait fait un premier projet avec Rachid autour de la musique de la Méditerranée et on avait repris les 2 chansons, M dièse et El Khérénou. Et puis finalement, ce répertoire-là me touche profondément. Pour un tas de raisons, pour sa musicalité, pour sa poésie, et pour la profondeur de l'âme kabyle. Et je me suis dit, voilà, maintenant il va falloir pousser plus loin et y consacrer tout un programme. Et c'était pas facile parce que j'ai écouté beaucoup de choses en dehors de ce que je savais. Et je voulais vraiment créer une cohérence au niveau de l'histoire, de mon imaginaire, au travers de toutes les lectures que j'ai pu faire aussi pour m'imprégner davantage de cette culture dans laquelle je n'ai pas forcément grandi. Je me suis concentrée et on s'est concentré sur ce que j'affectionnais et qui me touchait au premier lieu. Et puis ensuite, on a créé une cohérence. Et puis, le traditionnel est important. Et je voulais marquer le fait que le chant kabyle était un chant féminin, beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai touché à Djurdjura et à Taoussa Amrouche aussi, pour donner cette empreinte du passé. Mais on a l'impression que vous repartez justement vers les sources, mais en même temps, c'est pour l'exporter, pour aller vers les autres, pour le rendre encore plus universel. Oui, tout à fait, parce que je trouve que Jamel Allam et Idir ont fait un travail incroyable justement à promouvoir et en tout cas à faire voyager cette musique et ce répertoire-là déjà en dehors de l'Algérie. Et c'est aussi pour ça que moi, ça a touché mon oreille de musicienne. C'est les arrangements que eux ont fait, qui m'ont fait aimer la musique kabyle, puisque je ne comprends pas la langue au départ, donc il fallait quelque chose qui m'accroche. Et ce qui m'a accroché, c'est la beauté de ces arrangements et les voix, les 2 voix qui sont quand même très différentes, mais qui touchent l'âme. Et voilà, et moi, je voulais aussi... Et puis pour confirmer, parce que beaucoup se posent la question, quand on vous entend chanter, beaucoup on le redit encore quand je dis que j'allais vous rencontrer, on est sûr qu'elle est kabyle, qu'elle le parle. Non, donc c'est pas votre langue maternelle. Non, c'est pas ma langue maternelle, voilà. C'est une des langues de mon pays, une langue ancestrale dans mon pays. Et peu importe, j'ai fait
j'ai fait le travail nécessaire pour essayer de la restituer au mieux que je pouvais. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer Reski Rabia pour tout le travail, parce que je voulais être quand même à la hauteur de la chose. Je ne voulais pas, mais d'ailleurs comme n'importe quelle langue que j'aurais chanté, que ce soit de l'italien, de l'anglais, de l'allemand, dans le répertoire lyrique, on doit passer par ce travail de traduction et de travail phonétique. Donc j'ai fait pareil pour le kabyle, mais le kabyle est dans mes oreilles depuis très longtemps. Donc même si je ne le parle pas, j'avais quand même des facilités par rapport à la prononciation, puisque je l'écoutais, donc musicalement, je l'avais dans l'oreille. Est-ce que, et après on passe à nos amis aussi, est-ce que quand on est chanteur lyrique, donc on est soprano, on chante du traditionnel, est-ce qu'on techniquement on change quelque chose à sa voix? Finalement, on peut chanter Mozart et Idir ou Mozart Jamal Alam. Oui, bah, tout à fait. En fait, il faut juste réajuster quand on chante chant lyrique. Le propre du chant lyrique, c'est de faire passer et de projeter la voix pour la faire entendre dans des grands théâtres. Là, c'est pas le cas, puisque le chant kabyle, la chanson kabyle est plutôt sur une tessiture vocale assez restreinte, bien que Thomas a écrit quand même des choses qui pouvaient un petit peu monter et qui pouvaient montrer que l'ambitus de la voix était large, mais on chante avec une voix plus proche de la chanson, donc pour parler un petit peu technique, avec beaucoup de voix de tête et sans trop appuyer sur le mixte de la voix de poitrine, ce qui fait qu'on ne caricature pas. Je ne vais pas me mettre à faire comme ça. Ça caricaturerait, ça donnerait, ça serait un peu ridicule pour moi. Pardon de le dire comme ça, mais ça serait ridicule. Donc j'essaye de mettre vraiment la voix la plus légère possible pour que ça puisse rentrer dans le style de la chanson. Thomas, quand on vient vous voir comme ça, on sait donc qu'elle est soprano, elle vient vous ramener donc de la musique, des chansons kabyles traditionnelles. Comment on fait pour écrire la musique? Alors, en fait, le premier argument pour moi, il a été Amel, puisqu'on avait déjà eu l'occasion de travailler ensemble et voilà, c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup et que musicalement j'admirais quand même, vocalement. Donc ça a été le premier argument. Et puis après, le fait que ce soit de la chanson, c'est quelque chose qui moi me touche parce que donc moi je suis guitariste et si j'ai fait des études classiques et joué le répertoire, on va dire, de la musique classique, en étant guitariste, j'ai fait de la chanson aussi et j'en fais toujours. Et c'est important pour moi cette cohabitation-là en fait entre une musique classique et une musique plus populaire qui est la chanson. Et donc voilà, plus que de la chanson kabyle, c'était avant tout de la chanson. Et après, c'est très personnel, mais pour moi c'est universel, comme la musique, ça parle à tout le monde, quoi. Et donc voilà, après le fait de travailler ça, j'en ai pas mal écouté. Elle m'a fait découvrir beaucoup de choses parce que je connaissais rien. Je connaissais Idir un peu, 2-3 chansons, mais voilà. Et ensuite, on découvre les instruments, on découvre les chanteurs, et un peu plus tard, on découvre la langue aussi. Et voilà, ça fait rentrer dans un univers, c'est comme un nouveau paysage. Donc la musique, vous l'écrivez, vous êtes tout seul, vous êtes avec Amel, après avoir parlé avec Reski. Comment les mélodies, en dehors des arrangements, déjà quand vous écrivez, comment vous le faites? C'est assez solitaire. On a beaucoup parlé avec Amel avant. On a pas mal parlé des textes aussi, de ce qu'on voulait. Et puis après, j'ai juste écrit 4 chansons dans mon coin avec ma guitare, voilà. Et quand c'était prêt, 4 chansons qui devaient peut-être s'intégrer dans tout le projet lui-même, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais ça, pour le coup, la cohérence avec le reste du projet était là puisqu'on avait déjà les textes. Et quelque part, Amel savait déjà que ça allait fonctionner, que la thématique des chansons allait fonctionner avec Jamal Alam ou Idir. Et donc ça, il y avait pas de problème. Moi, j'étais juste quelqu'un qui allait apporter quelque chose en plus. Et on va dire mes couleurs à moi en plus. Et voilà. Et pareil, à Reski, j'allais lui poser la même question. Quand elle vient vous solliciter, vous la connaissez déjà auparavant, vous savez ce qu'elle chante. Comment on fait pour lui écrire des chansons, choisir les chansons? Moi, je dirais, je travaille vraiment au cœur. C'est-à-dire que
quand des gens m'apportent quelque chose d'intéressant, qui me touche, qui peut m'emmener sur un chemin que je choisis aussi, c'est plus facile. Amel, bon, je connaissais son travail, parce que je la voyais comme tout le monde, hein, mais je ne la connaissais pas personnellement. Ben, c'est grâce à un ami commun, quand elle cherchait quelqu'un pour l'accompagner un petit peu sur la prononciation, sur la compréhension des textes, c'est Ashur Okasha. Après, moi, le premier contact avec Amel, on a bavardé beaucoup d'ailleurs, on a plus bavardé que... Au téléphone, confiné. Au téléphone, on a parlé longtemps. Après, ce qu'elle me présentait comme projet était très intéressant, mais au départ, c'était vraiment les reprises des chansons de Idir, Jamal Allam, et d'autres chansons qu'elle devait choisir. L'accompagner un petit peu sur la prononciation, et surtout sur la compréhension au-delà de la sémantique, du sens, mais vraiment contextualiser les chansons, le rame, la langue kabyle, comment elle fonctionne. Même, on en a parlé même des structures syntaxiques et tout ça. Ce qui fait que, c'est-à-dire, c'est ce qui m'a plu, moi. Quelqu'un qui arrive, elle aurait pu faire tout simple, hein, apprendre le texte phonétiquement et le chanter. Ça aurait été... Mais Amel, il est parti plus loin. Elle voulait vraiment comprendre. C'est pour ça qu'on a travaillé. Et puis, il faut le dire aussi, c'est la facilité, parce qu'elle a tellement de facilité à travailler avec elle. C'était un plaisir, parce que ça n'a jamais été difficile, à aucun moment. Parce qu'on a travaillé sur l'écriture des textes, et puis bon, sur des supports audio. Et puis voilà, c'est-à-dire c'est parti sur des reprises, mais après, bon, de fil en aiguille, bon, et c'est trouvé qu'elle voulait aller un peu plus loin. Et c'est ça justement la question que je voulais vous poser aussi, c'est au début c'était des reprises, pourquoi vous êtes dit finalement non, je vais peut-être faire plus, on va écrire, on va produire aussi nos propres chansons. C'est la gourmandise en fait, c'est qu'en fait je me suis rendu compte que l'un et l'autre étaient extrêmement talentueux et finalement répondaient à mes souhaits. Et puis, face évidemment, voilà, je vais le faire rougir, mais face au talent incroyable de Thomas et de son intelligence et de son écoute, il a su mettre déjà en musique, remettre en musique et arranger les chansons existantes pour les invités qu'on voulait avoir sur le disque, les musiciens qu'on a invités, les solistes qu'on a invités, et puis pour une cohérence encore, et plus, pour vraiment donner une large palette à l'histoire que je voulais raconter sur la Kabylie, sur les différents aspects, sur la vie des hommes, des femmes, la mort, la vie, la naissance, l'amour. Je voulais vraiment qu'on raconte une histoire un peu large. Et bien là, en fait, Monsieur Reski Rabia, Dersri, très modeste, qui m'envoyait juste des traductions et des enregistrements phonétiques, finalement, je lui dis, est-ce que toi, tu n'écrirais pas quelque chose? Et c'est là que je découvre la facette du poète, modeste, humble qu'il est. Et ben, il a complété les thématiques, parce que face au talent de Thomas, qui finalement était plus qu'arrangeur, guitariste, mais compositeur également, je dis, est-ce que tu te sentirais, toi, d'écrire quelque chose sur un texte dans une langue aussi lointaine pour toi? Il m'a dit, écoute, on peut essayer. Donc, Thomas a travaillé sur la phonétique que m'envoyait Reski. Donc, Thomas aussi, c'est au travers de son oreille musicale qu'il a compris le mouvement de la langue et les appuis toniques de la langue. Et ben, on a travaillé un petit peu ensemble, des fois pour la prosodie des chansons. Mais à part ça, il a donné à chaque thématique évoquée par Reski un univers musical que je trouve qui marche vraiment parfaitement bien et puis qui était cohérent avec tout le reste qu'on a choisi des chansons, effectivement. Voilà, les chansons déjà existantes. Et comment on fait justement, donc, quel est notre but quand on essaye de composer ou d'arranger, même celles qui ont été déjà donc, chantées? On se dit, voilà notre cadre, comment on fait pour respecter donc, le cadre et les redonner comme elles telles, ou mieux peut-être les chansons?
C'est une question compliquée, parce qu'il y a une sorte d'évidence un petit peu, en fait. Il y a, comme le disait Amel tout à l'heure, il y avait la contrainte, mais c'est très agréable en fait d'avoir des contraintes. Il y avait la contrainte des invités, des musiciens invités. Donc voilà, il y a une viole de gambe par exemple, c'est un petit peu atypique. On avait envie d'un quatuor à cordes ou d'un clarinettiste. Et tout ça, c'est des choses qui, en tout cas au préalable, colorent un petit peu l'imagination. Petit à petit, ça se construit avec ces contraintes-là, pardon. Après, c'est le mauvais mot contrainte, mais il y a quand même la voix d'Amel. Alors c'est pas une contrainte, mais c'est plus un terrain de jeu, on va dire, assez formidable. Et même si moi j'ai un rapport un petit peu, on va dire, pudique, intimiste, et pas très démonstratif dans ce que j'écris, là j'avais aussi envie qu'on puisse profiter de sa voix, de sa palette sonore, etc. Et après tout ça, c'est un peu magique, hein, je peux rien en fait. Après ça vient. Mais ouais, ça vient, c'est des images, c'est le fantasme aussi que... Vous savez, Debussy, il a écrit des choses en pensant au Japon, en pensant à l'Espagne. Il n'est jamais allé au Japon ou en Espagne. Moi, j'aime bien cette idée-là. Je ne suis jamais allé en Kabylie non plus ou en Algérie, mais tout ce que Amel m'a transmis ou Reski, ça m'a fait fantasmer en tout cas ça. Et ça m'a fait aller. Oui, aussi, bien sûr. Mais il y a un peu de ça, quoi. Comment moi je l'ai rêvé, c'est sorti musicalement. Ouais, très bien. Et avant qu'on écoute peut-être la première, donc, que vous avez choisi, pareil, à Reski, quand elle vient aussi vous voir, donc vous savez les chansons peut-être qu'elle va reprendre, elle vous dit j'ai envie de 4 ou 5 chansons, on les écrit comment ces chansons? On essaye de voir d'abord ce qu'elle a choisi de reprendre, on les écrit pour Amel en sachant ce qu'elle a fait déjà avant, comment on fait pour écrire? Parce qu'on a l'impression que c'est pareil, je disais tout à l'heure, quand on entend les chansons chantées, écrites, donc qui sont à vous, celles reprises, il y a une continuité, on a l'impression que c'est la même chose, elles sont écrites par Idir, par Jamal Alam, par... C'était ça qui était intéressant, parce que Amel, il est parti dans un projet global. C'est-à-dire que ce n'était pas un album où on devait faire des titres comme ça. Il y a tout un projet intellectuellement déjà construit, à travers ce titre déjà qui est formidable, les chemins qui montent. Après, bon, je pouvais apporter moi, c'est d'être un petit peu en phase avec tout ce qui se faisait. Il y a une forme de linéarité, de complémentarité entre les textes. Même ces choix, déjà, les choix des musiciens et des chanteurs invités, il y a une logique. C'est-à-dire, c'est pas un choix aléatoire comme ça. C'est-à-dire, c'est un choix très très logique dans sa fonction de ce qu'elle voulait avoir. Parce que le plus important dans tout ça, c'est-à-dire, c'est la chanteuse et le musicien. C'est-à-dire qu'il fallait quand même s'inscrire dans cette logique-là. C'est pour ça que, bon, au-delà de certains textes qui existaient, mais après, bon, j'ai écrit le titre spécialement pour l'album, mais après, il y avait deux textes dans mon répertoire. J'ai des quantités quand même industrielles pour ceux qui veulent. Ah ouais. Youpi. Ce qui fait que, c'est-à-dire, j'ai fait un choix, c'est-à-dire le choix de pour Amel, voilà, qui pouvait convenir à ce projet. Voilà. Et bien sûr à la personnalité d'Amel, parce que bon, c'était quand même son projet. Et voilà, rester quand même dans cette cohérence. Oui. Et les musiciens, Amalfina, ils viennent tous aussi, j'allais dire, de votre monde. Ils viennent tous de la musique classique, donc vous les avez... De mes mondes. De vos mondes. Et vous les avez emportés et embarqués dans ce projet. Oui, j'avais très très envie de... Ces dernières années, j'ai fait des projets assez sympas dans des formations réduites. J'ai connu d'ailleurs Thomas lors d'un projet de musique espagnole avec un quatuor à cordes pincées. Et Thomas faisait déjà les arrangements des réductions pour cet ensemble-là. Et puis d'autres musiciens rencontrés lors de projets de musique baroque, musique ottomane et musique traditionnelle algérienne, puisque j'ai quand même des musiciens avec qui je travaille depuis un certain nombre d'années, dont mon frère. Et j'avais très envie de faire rencontrer et justement donner encore plus d'universalité à la musique et la
rendre encore plus riche, mais avec le maximum de goût possible, c'est-à-dire, comme disait Reski, c'est pas mettre deux gens ensemble pour les mettre ensemble, mais il fallait que ça ait une cohérence musicale aussi, et qui marche avec la poésie qui est racontée, en fait. Voilà. Et puis on a dit qu'il y a beaucoup des hommages. La première chanson, donc vous allez nous interpréter Jamal Allam. Pourquoi Jamal Allam et pourquoi cette chanson? Jamal Allam, c'est le sourire, c'est le soleil, c'est la petite Kabylie aussi. Il fallait faire une bonne balance, montrer que la Kabylie était grande. Et lui, je ne sais pas, c'est son côté solaire et puis sa voix qui était un peu plus extravertie que celle d'Idir, qui est toujours plutôt assez intime. Là, c'est le déploiement. Je l'appelle le ténor kabyle, moi. Dans mon imaginaire aussi, je l'envisage comme ça. Et voilà, il y a quelques chansons que je ne pouvais pas éviter. C'est toute mon enfance. Bien, je vous laisse, donc on va écouter celle-là, Jamal Allam. شباك وسودا موضين لاقو جير وريالين ثلا 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 ثم كان ثقولي كشمان ذا سكران يقعل نغافي بباخا نعب المومان يقسعانا نقاس يبرني تير ذي حواس ثلا ثم كان ثقولي On vient d'écouter donc la Jamal Allam. C'est vrai que quand on vous écoute, on vous regarde, nous on a la chance de vous regarder aussi chanter, cette chanson, elle est
Elle est vraiment douce, comme vous la chantez, la musique. Mais quand on écoute bien les paroles, parce que ça sont dures les paroles. Il y a oui, c'est vrai que les paroles sont assez... il y a une forme de fatalisme, mais il y a quand même toujours le fait de dire celle-là, c'est m'qu'un fait gauler. Il y a quand même toujours... C'est ça, en fait. C'est ce qui, pour moi, dans tout ce que j'ai pu lire sur la vie en Kabylie, sur l'histoire de la Kabylie au fil du temps, c'est cet aspect parfois assez dur dans la vie. On est peu de choses, finalement, dans cette grandeur. Et la nature peut être ravageuse. Il peut se passer des choses qui suppriment tout. Mais tant qu'il y a un petit peu de vie, il y a encore de l'espoir. Il y a une forme de solidarité aussi qui me touche beaucoup dans cette culture. Et pour moi, celle-là, c'est un peu ça, en fait. Et donc, l'imaginaire, peut-être que je vous pose des fois des questions, parce que je suis profane là-dedans, mais dites-moi, quand vous écrivez la musique, vous avez des images, vous mettez des images sur ce que vous entendez, ce que vous lisez. Comment vous faites pour produire cette musique? Ouais, il y a des images, il y a... ça va paraître un peu bizarre, mais pour moi, il y a une forme de personnalité dans chacune des notes aussi. Comme si c'était un personnage. La chanson qu'a écrite Reski à Ham, je savais dans quelle tonalité je voulais qu'elle soit, parce que c'était une tonalité qui, pour moi, allait correspondre à l'humilité, à la générosité... et à cette bienveillance en fait qui rayonne un peu dans le texte. Et ça, je voulais pas sortir de ça. Je savais aussi que ça marcherait avec la tessiture de la voix d'Amel, que ça permettrait d'avoir quelque chose de un peu comme une confidence et quelque chose qu'on raconte à quelqu'un qu'on aime en fait. Oui, tout à fait. C'est un peu comme dans la musique baroque en fait. Il y a beaucoup de symbolisme en fait, de choses où certains mouvements mélodiques, on les associe à des émotions, à des sentiments. Moi, je sais que le petit demi-ton du début, bon, c'est un peu technique, mais dans la musique baroque, ça peut être une forme de douleur, mais moi, je le vois vraiment comme juste un soupçon d'émotion en fait. On laisse transparaître comme la voix qui est un peu fragile, quoi. Et je fonctionne un peu comme ça, je suis un peu attaché à mes notes quelque part. Très bien, peut-être un autre qui est attaché aux mots, voyez ce qu'il écrit. Effectivement, quand on entend y dire Jamal Alam, il n'y a pas que ça. Les paroles, je sais peut-être un peu moins aujourd'hui, même s'il y a aussi de très bons paroliers, on a l'impression que les paroles dans la chanson kabyle, elles sont très importantes. C'est pour une langue... orale, qui a été pendant des siècles et des siècles orale, je pense que le mot est le plus important, et la versification ou la poésie, ou asfel comme on dit, est très très important parce que c'est le chemin le plus court pour toucher des âmes et pour toucher des cœurs. Le mot a toujours été, c'est-à-dire d'être présent dans notre univers parce qu'on n'avait pas de journaux, on n'avait pas de télé, on n'avait pas de livres à lire, ce qui fait que la parole est présente. Puis on trouve cette forme poétique de la langue kabyle. Avec le temps, ça a déteint sur la langue. La langue, elle est devenue vraiment poétique. C'est-à-dire, même quand on parle comme ça quotidiennement, il y a toujours tendance à y aller vers le proverbe, vers un petit vers quelque part, vers une strophe. Voilà, c'est-à-dire, il y a cette langue qu'il fallait retenir. Parce que l'oralité, c'est ça le problème de l'enfant. Les problèmes que rencontre l'oralité. Il faut qu'elle soit très très facile et accessible et très facile à retenir. Ce qui fait que le mot, il est intéressant. Il y a toujours une recherche de mots justes, faciles à retenir et qui s'inscrit quand même dans la durée. Et ça, c'est important, ce qui a sauvé la langue kabyle, parce que quand une langue vit, enfin, comme toutes les langues qui sont éloignées de l'écrit ou d'être fixées, le mot choisi, le mot juste est très très important pour la pérennité, pour la durée de cette langue. Et quand on est comme ça, comme vous, pendant des années soprano, on est reconnu, on se produit partout, comme vous l'avez fait, vous n'êtes pas dit, il y a un petit risque que si je vais chanter un peu de traditionnel, je vais chanter ma chanson, on va me dire, finalement, elle est en train de rechanter ou de chanter la chanson traditionnelle kabyle. Vous n'aviez pas eu peur, vous vous êtes dit, non, c'est mes origines, c'est mes... Je vais être très sincère.
bien sûr, j'ai eu peur, mais cette peur, je l'avais depuis un certain nombre d'années, et c'est pour ça que ça a fait des allers-retours et un voyage interne à me dire est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, comment ça va être pris, est-ce que ça va être bien interprété, mal interprété, tout un tas de choses. Et puis à un moment donné, je crois qu'il y a eu un déclic de me dire stop. On ne va pas se laisser guider par la peur, je ne vais plus me laisser guider par la peur. Le fait de parler avec Reski au téléphone, d'avoir tous ces échanges-là, voilà, je n'avais pas du tout envie d'être l'imposteur qui vient récupérer quelque chose. Ce n'est pas du tout mon but. Je trouve ça beau et j'avais envie de toucher cette beauté et lui donner aussi un peu de moi avec mon univers, mes amis ici et tous les amis que j'ai réunis autour de ça. Et c'est voilà. Et j'ai dit, on y va. Maintenant, c'est parti. Ça fait partie de la culture de mon pays. C'est mon pays natal. Et même si je ne viens pas forcément de cette région-là, mais c'est pas une raison. C'est pas une raison pour ne pas le faire. Elle avait ça quand elle est venue vous voir. Elle était un petit peu... Elle avait ces petites inquiétudes. Oui, après, bon, c'est toujours les inquiétudes quand on chante dans une langue qui n'est pas la nôtre. Après, c'est vrai que, c'est-à-dire le public en lui-même, il y a toujours cette appréhension, disons, c'est une appréhension. Je l'ai rassuré par rapport à ça. C'était ce que je pouvais faire. Parce qu'il y a toujours les retours, c'est-à-dire on a toujours, chez nous, quand on reprend, quand on voit quelqu'un, il y a toujours des questions comme ça. Quand elle a bien dit le mot, l'imposture. C'est-à-dire quelqu'un qui vient, qui squatte un truc, alors que dans son cas de Amel, c'est-à-dire il n'y avait pas d'imposture, c'est-à-dire c'est un chemin du cœur, c'est-à-dire elle est venue vers ça parce qu'il fallait qu'il y aille. De toute façon, je pense que même si elle n'avait pas fait cette année, peut-être que ça aurait été l'année prochaine ou dans 2 ans, 3 ans, parce que ça l'habitait, c'est-à-dire. Et puis la difficulté, il n'y a pas de difficulté pour un artiste qui vient du classique, qui vient de l'opéra. Les contraintes, je connais pas beaucoup la musique, je suis vraiment nul là-dedans, mais je sais que, c'est-à-dire, les contraintes ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire, il y a plus de contraintes à faire un opéra quelconque que de chanter de la chanson kabyle, ce qui est évident. C'est vrai que bon, il y avait cette appréhension par rapport au retour, c'est-à-dire les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire. Après, bon, de ce côté-là, mon travail, c'était mon rôle à ce moment-là, c'est de la rassurer. Mais en même temps, peut-être, il y a ce côté, mais il y a l'autre côté aussi. Je me dis que ceux qui la connaissent et qui l'écoutent depuis des années, comme étant elle chante la musique classique, et du jour au lendemain, ils vont la voir chanter du traditionnel. Peut-être vous allez vous dire aussi, ces gens-là, finalement, voilà, elle oui, rechante ses ça chansons. y est, elle a arrêté le lyrique, bien sûr, parce qu'on a tendance à compartimenter, à vouloir mettre un peu les gens dans des cases. J'ai choisi pour moi, en tout cas pour moi-même, d'être du genre inclassable. Alors, si les autres ont envie de me classer, libre à eux. Mais moi, j'ai ma technique, je chante, voilà, ma voix est toujours en bonne santé, donc je peux passer d'un répertoire à l'autre. Voilà, pour moi, en tout cas, il n'y a aucun problème. Et plus on navigue vers des choses diverses et variées, plus on s'enrichit, plus on enrichit autrui. Et, voilà. Et puis, je pense, vous voulez rajouter un mot? Et puis, Amel, elle est déjà dans cette dynamique, à travers les 2 reprises de Idir qui ont déjà circulé il y a pas mal de temps que ça circule, qui ont été chantées quand même dans des univers qui sont loin d'être kabyles, je présume, c'est-à-dire en Suisse. Voilà. C'est-à-dire ce risque-là, je pense après, bon, un artiste... c'est ce que je voulais poser la question. Finalement, la musique, vous le disiez tout à l'heure, elle est universelle. Finalement, c'est ça, en fait. Pourquoi compartimenter quelqu'un dans un classique enfermé, oui. Finalement, vous disiez tout au début, la musique, elle est universelle, donc on peut chanter tout. Mais oui, moi je pense que d'avoir fait, moi, ce projet, je pense que je suis mieux qu'avant, maintenant. Oui, pour toi aussi, c'est vrai. Parce que ça m'a enrichi, en fait. On sait bien que le mélange des cultures, c'est quelque chose de positif forcément en fait. Et bon, Amel, elle avait déjà cette culture-là en elle, et je pense que le fait qu'elle se soit appropriée, qu'elle ait décidé d'en
d'en faire un objet qui est cet album, je pense que ça a aussi enrichi la culture de kabyle, c'est-à-dire que ça, tout simplement parce que ça l'a fait vivre aussi, en fait. Et après, comment dire, la légitimité, il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de conscience, un vrai amour de cette culture-là, et beaucoup de talent. Alors ça se passe forcément bien, enfin ça marche quoi, forcément. Et puis aussi l'emmener dans des lieux et l'emmener vers un public, peut-être, Astrid disait tout à l'heure, qu'on n'a pas l'habitude de connaître. Voilà, les chanteurs kabyles, là, elle va aller dans des opéras, elle va aller donc exporter, comme on disait tout au début, donc, et faire profiter les autres de ce beau travail. C'est très important que Thomas disait le terme qui est très, très, très pertinent, la légitimité. C'est quoi la légitimité? Au-delà du travail, du talent, il n'y a pas d'autres éléments qui peuvent intervenir de définir ce qui est légitime, ce qui n'est pas légitime. Et dans ce projet-là, tout y est. Le talent, je confirme. Le professionnalisme, le travail, le sérieux du travail. Quand on parlait de la musique, un univers c'est des gens qui viennent du classique. Je pense qu'ils étaient la totalité des musiciens qui étaient là, à part les nôtres, Rachid et même Rachid, il est violoniste classique avant de devenir professionnel. Mais le reste, c'était vraiment des gens qui viennent du classique. Et retrouver ça sur scène, je t'avoue que c'est magique. Voilà, d'emmener. Parce qu'eux, ils n'ont pas cette appréhension-là, c'est de la musique. Allons-y. Après, c'est le travail. Le reste, ça a été le travail, le sérieux du travail. On revient à l'approche, c'est-à-dire quand on compose sur des textes dans une langue qu'il ne comprend pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de secret. Il y a le talent, il y a le travail. Voilà. Et vous le disiez tout à l'heure, vous disiez que vous aimiez beaucoup y dire, c'est peut-être aussi son décès qui a fait que ça a été un petit peu un déclencheur. Vous vous êtes dit finalement je vais m'y mettre. Hein. Complètement. J'ai attendu un petit peu de temps que la brûlure de l'annonce de sa mort et puis d'encaisser ça, à se dire, parce que moi j'avais quand même espoir un jour de chanter avec lui sur scène, même une chanson. Bon, ça s'est pas forcément fait. On s'était rencontrés d'ailleurs lors d'une émission il y a quelques années chez vous. في رضوان في السرد الزكوان ويسمع ذات ولي نقرر ذي موان ميغيك الخزمان يكوجل وسام بين ضغط وسمين ونسينا الفرق الصباب لا يترو مكانا نيذقيت صغيرة عندك الران عندك الجام واسلم ويدري تتسلم واسلم ويدري تتسلم ينساني على المكان ونظراني لا تنسيب يا لال يا لال يا لال. C'était un beau cadeau parce que il m'a donné sa bénédiction, en tout cas pour chanter ses chansons. Il en était très fier et avec l'humilité qu'il représente en fait, je dirais la douceur et l'humilité. En fait, oui, je pense que ça a été un déclencheur. Donc ça a été un déclencheur parce que j'ai demandé donc à Thomas qu'on puisse faire un premier hommage. On était confinés à l'époque. Et donc on a fait ça voilà, à distance. On avait fait un premier hommage à Idir. Et puis ensuite, on en a fait un deuxième dans l'été. Et l'accueil de tout ça a renforcé l'idée qu'il fallait y aller. Qu'il fallait plus du tout se formaliser. Bien sûr, on ne peut pas plaire à tout le monde.
on ne veut pas que tout le monde dise c'est super, enfin, on aimerait bien, enfin, on serait content, mais on peut comprendre qu'il y ait des personnes qui voient les choses différemment. Mais nous, on le fait avec cœur, oui. On le fait avec sérieux, on le fait avec tout ce qui nous représente, tous, et plus on est de fous, plus on s'amuse, et puis on est là pour faire du beau. Nous, en tout cas, en tant qu'artistes, c'est l'esthétique, et puis nous, en tout cas, qui avons évolué, qui avons étudié dans le Conservatoire supérieur de musique de Paris, il y a cette forme aussi d'élitisme qui nous a quand même façonnés. Mais il y a aussi toute la culture qu'on accumule par nos différentes aspirations, que ce soit la chanson, que ce soit la musique traditionnelle, qui enrichissent tout ça. Et puis finalement, c'est des vases communicants. Et c'est un peu ça aussi que j'ai envie de donner. C'est ce que j'avais envie de transmettre. Depuis plus d'une semaine maintenant, l'album est sorti. Il y a un très bon accueil. J'ai l'impression que vous êtes bien accueillis. Vous êtes en train de faire quelques tournées. Ça continue d'ailleurs, la tournée. Ça continue. Et chaque public a son énergie et sa façon de rendre, de répondre à ce qui lui est donné. Et c'est très agréable maintenant de vraiment le vivre avec un public. Et finalement, un disque se fige vite dans le temps, dans le sens où, voilà, bien sûr, quand on le réécoute, on dit « Ah, peut-être qu'on aurait dû... Ah, on aurait pu faire... Ah, on aurait pu rajouter ça. Ah, bien sûr. » Mais maintenant, il faut que ça vive. Et la meilleure façon de le faire vivre, c'est de le faire voyager partout dans le monde. Et puis, vous le disiez tout à l'heure, il y a aussi ce clin d'œil aux femmes. Donc, il y a Taoussa Amrouche aussi. Donc, certains diront qu'elle avait fait aussi un grand travail donc, de recherche à l'époque. De recherche, elle avait chanté. On a quelques vidéos aussi d'elle. Vous avez fait exprès aussi de reprendre Taoussa Amrouche, justement. Parce que j'ai malheureusement pas pu aller en Algérie, en Kabylie. Mon rêve, ça aurait été de faire une immersion dans des familles kabyles, écouter des chanteuses, des femmes dans leur quotidien chanter ce répertoire-là et m'en imprégner. Et c'est pour ça que Taoussa Amrouche représentait pour moi voilà, une chanteuse qui a été bercée par ça, qui a grandi avec les chants de sa maman, Fatma Aïd Mansour Amrouche, qui chantait ces chants-là, qui avait demandé à ses enfants Jean et Taous de graver ça après sa mort, en tout cas, et le redonner. Et je trouvais que c'est... Je sais pas, mon univers à moi et le sien, quelque part, elle a bien fait la passerelle, en tout cas, pour le faire entendre à un public occidental. Et je suis allée puiser voilà, dans 3 thématiques que je trouvais intéressantes pour donner ce côté traditionnel de la procession, du cheminement de la mort, de l'adepte du prophète, quelque part des mythes, des contes. Ça fait aussi partie de la culture kabyle. Et Dura aussi, donc. Et Dura parce que cette Tehzout, la berceuse, je trouve qu'elle est quand même assez planante. Et je pense que dans la cohérence, on ne pouvait pas... Voilà, celle-ci, il fallait quand même la mettre. Et puis ça représente aussi un certain style de voix dans les chansons, dans les chanteuses kabyles, parce qu'il y en a celles qui sont un peu plus... avec des voix un peu plus rock, un peu plus rudes, un peu plus terriennes. Et puis il y a des voix un peu planantes, comme celles des chants féminins c'est des chants, notamment, donc Taoussa Amrouche qui a fait des recherches, c'est des chants populaires, mais on a l'impression, en les écoutant, les paroles, normalement, elles sont exceptionnelles. On a l'impression que ça a été écrit par des poètes comme Asghar Rabia. Hein. Oui, parce que on en a parlé déjà de la langue de la poésie. Je pense que au-delà des thématiques qui peuvent être contemporaines, parce que on vit dans son temps, mais après l'aspect un peu mystique de Taoussa Amrouche, c'est-à-dire parce que quand même il y a ce mysticisme qui l'entoure, elle est partie sur des chants très 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 mystiques, très très religieux, diront certains, même, voilà, c'est-à-dire, mais c'est ce qui est émané de la société, de notre société de l'époque.
Oui, et ils sont toujours d'actualité, si tu veux. C'est-à-dire, c'est le chant de Taoussa Amrouche reste. Et puis, c'est sa démarche aussi, moi, que j'ai aimé. Parce que ces chants-là, ils étaient là en train je sais pas, de végéter dans une société parce qu'ils n'avaient pas de support, qu'ils n'avaient pas d'appui. C'est-à-dire que Taoussa Amrouche, avec ses petits moyens, c'est-à-dire avec ses moyens, elle a emmené ces chants-là dans des salles assez intéressantes, elle a fait découvrir cette facette au public autre que le public kabyle, c'est-à-dire au public occidental, c'est-à-dire, et ceci avant Jamal Allam, c'est-à-dire c'est plus ancien. C'est pareil, c'est des chansons anciennes comme ça. Elle a été innovante. Oui, populaire et ancienne, comment on les joue, comment on change un peu les arrangements, comment on fait pour qu'on reste, comme vous dites, dans l'esprit, mais en même temps on les joue aujourd'hui, parce que c'est des anciennes chansons quand même. Ben là, en l'occurrence, on a été très sobre. C'est vrai. C'est-à-dire que le côté chanson ancienne, ça veut dire chansons qui étaient interprétées sans beaucoup de moyens et qui doivent se contenter de la voix, en fait, dans une maison, je sais pas, lors d'une fête ou quoi. Et donc il fallait, c'était l'arrangement, c'était plus la réinterprétation d'Amel, en fait. C'est-à-dire que on a essayé de ne pas penser chanson de Taoussa Amrouche, justement. Non. Mais c'est une chanson. Et ça devient Amel qui chante cette chanson-là. Parce que Taoussa Amrouche, c'était une interprétation et qui a beaucoup marqué, etc. Donc il fallait se détacher de ça, en fait, pour se réapproprier ces chansons-là. Et après, voilà, on les a un petit peu éclairées de guitare, de petites clochettes, mais de choses très simples, pour le coup. Oui, très simple, parce que j'ai lu qu'elle y tenait. Elle y tenait, Taoussa Amrouche, dans ses écrits, elle tenait à ce que ces chants-là ne soient pas accompagnés. Elle dit, il fallait surtout pas travestir tout ça avec trop d'instruments. Et c'est pour ça que... Et c'est vrai, il y a quelque part quelque chose d'assez juste et vrai, et puis sans moyens, parce que c'est ça qui est incroyable. On peut, dans un mariage kabyle, arriver ou dans une manifestation kabyle et n'avoir que les mdahat qui se renvoient, qui se font des questions-réponses. À la rigueur, un bendir et basta, il n'y a rien d'autre. Alors elle, dans son anthologie, il y a parfois la flûte et la percussion, et majoritairement, c'est des chants a cappella, entièrement a cappella. Enfin, il n'y a rien d'autre qui l'accompagne. Voilà, donc... et puis, ça a apporté quelque chose d'assez sobre aussi dans cet album des chemins qui montent. Il y a des chansons qui sont très arrangées, où il y a beaucoup de monde qui joue dedans. Et puis, hop, retour à quelque chose d'assez pur et démuni, en fait. Presque austère, oui. Voilà, austère, démuni, qui peut même mettre un peu mal à l'aise des fois, je pense, parce que ça pousse à un recueillement encore plus, plus resserré. Enfin, il y a quelque chose de plus... Puis, ma lecture de ça aussi, ça reste quand même dans ce titre, dans ce projet des chemins qui montent, il faut quand même beaucoup d'humilité quand on est face aux chemins qui montent. Voilà, c'est ça. Alors justement, pourquoi, ça c'était ma question aussi, pourquoi les chemins qui montent de Mouloud Feraoun? Mouloud Feraoun, je le redécouvrais parmi tant d'autres, mais je crois que c'est celui qui m'a le plus plu. J'ai relu tous les livres de Feraoun, et c'est parce que j'avais besoin, encore une fois, de me figurer, de m'imaginer comment vivaient les Kabyles, pour des raisons variées, en fait, leurs conditions de vie, pendant la guerre, avant la guerre, la condition de la femme, de l'homme, leurs relations, parce que, attention, la vie n'était pas difficile que pour les femmes. Elle l'était aussi pour les hommes, et pour des raisons différentes. Et moi, c'est tout. L'émigration, comment est née cette émigration des Kabyles ailleurs, parce que la vie était très dure, entre autres. Enfin, voilà, et puis Les chemins qui montent, c'est le dernier livre, malheureusement, parce que quel homme que j'aurais voulu connaître encore, que ce Mouloud Feraoun qui avait une plume incroyable. Et Les chemins qui montent était le dernier livre,
une histoire d'amour. Je trouve que ça apporte de la lumière et les chemins qui montrent, c'est une aspiration voilà, vers une ascension et dans ces montagnes et ces plaines kabyles. Et je trouvais que c'était beau et qu'on ne pouvait pas passer à côté de... Très bien. Et puis, il nous reste 5-6 minutes pour terminer. Donc, les spectacles, vous êtes en tournée, on en parlait tout à l'heure. Donc, le disque, il y a combien de chansons? Et vous chantez donc les chansons du disque, parce qu'on en parle peut-être de 4, 5 ou 6, mais il y en a beaucoup plus. Oui, il y a 15 titres. 15 titres. Et donc, le spectacle, c'est les 15 titres. Le spectacle, oui, le concert, oui, il est bâti sur les 15 titres, avec... des lumières, des musiciens, évidemment. Il n'y a pas tous les musiciens solistes qui sont dans le disque parce qu'il faudrait beaucoup de moyens pour ça. On ne les a pas. Mais on a une jolie brochette de musiciens, dont Dahman Khalfa qui est à la percussion, Damien Varaillon à la contrebasse, Thomas à la guitare. On a Adrien Espinoze qui est au naï et Rachid Brahim Djeloul au violon à l'alto. Et il chante avec moi qui me répond pour des chœurs de chansons. Et voilà, on a essayé de garder ce qui donnait un équilibre à ce programme. Et puis vous avez choisi donc la deuxième chanson à Khamoughilil, donc d'Asri. Alors pourquoi de Thomas. Pourquoi ce choix? Et dites-nous un mot sur cette chanson tous les trois justement, Amel. Peut-être. Ou Asri, on commence par Asri. Je reprends ce que j'avais dit, c'est-à-dire cette humilité, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut symboliser un chemin qui monte, cette ascension-là. Pour quelqu'un qui passe, c'est-à-dire c'est ce que ça dit, la chanson La Maison de l'Humble, elle est là, elle est ouverte, elle paye pas de mine, c'est tout pauvre. Mais pour quelqu'un qui prend ces chemins-là, cette ascension-là, il trouvera toujours une petite place à l'ombre, un petit morceau de pain chaud, un verre d'eau, pour se désaltérer. Voilà, c'est-à-dire c'est toute cet univers qui reste dans l'univers de Pharaon, c'est-à-dire la Kabylie de Pharaon, elle est très très dure, c'est-à-dire pour quelqu'un qui ne connaît pas la Kabylie, pas nous, on la connaît, alors c'est-à-dire c'est moins violent, mais pour quelqu'un qui ne la connaît pas, qui lit Pharaon, qui est le fils du pauvre, ou le chemin qui monte, c'est-à-dire c'est très très dur la vie en Kabylie. Jusqu'à maintenant, d'ailleurs, c'est très dur parce que c'est des terres ingrates, c'est des montagnes, c'est de la rocaille, c'est pauvre, c'est très très pauvre. La preuve que la population kabyle, dans sa majorité, a immigré, c'est-à-dire que ce soit vraiment au-delà des mers ou même à l'intérieur des terres, enfin de l'Algérie. C'est-à-dire parce que et voilà, moi j'ai fait ce tableau, c'est-à-dire c'est très très simple, très parlant, c'est-à-dire c'est la maison de l'humble dans toute sa... Elle est riche, sans être riche. Et comment on met la musique, les notes musicales sur ça, sur ce tableau qui vient de décrire? On met les écouteurs et on écoute Reski très longtemps. Et non, mais c'est une petite métaphore, mais c'est un peu ça, quoi. C'est la première chanson que j'ai écrite et que j'ai envoyée à Amel. Et donc, je lui ai fait une maquette sur laquelle j'ai chanté. Alors, je ne vais pas dire que j'ai chanté en kabyle, mais j'ai chanté. J'ai essayé de chanter les paroles. Voilà. Et c'est un peu ça, en fait. La chanson est très simple. Elle est très mélodiquement. Enfin, voilà, elle est très simple. Et il y a quelque chose de. Et ce qui est dit aussi est très simple. Et moi, j'ai découvert que la prononciation était très, très, très compliquée. C'est-à-dire que pour une oreille et une morphologie d'un occidental, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sonorités qu'on ne connaît pas et qu'on ne sait pas faire. Donc, j'ai essayé péniblement de faire. Et c'est un peu ça, en fait. Il y a cette simplicité-là dans le discours et il y a quelque chose de très, 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 très riche, de très, très musical dans la langue, en fait, de la même façon qu'il parle de cette humilité, mais voilà, qui, si on regarde un petit peu, ça dévoile quelque chose de très riche, en vérité. Et Amel? Pour moi, c'est l'humilité, le grand cœur et la modestie. Et même quand on a peu, quand on a des valeurs et quand on est tourné vers autrui, qu'on se relie aux autres, le peu qu'on a, on le donne. Et je trouve que
voilà, ça me touche, moi, ça me touche profondément. Et la Maison de l'Homme, c'est comme ça que je l'ai accueillie. Et alors, quand j'avais reçu la maquette dont parle Thomas, j'ai dit, mais comment il a fait? On va regarder ça, on va vous laisser nous interpréter la chanson, Akhamou Willi, donc voilà, c'est l'une des chansons dans les 4 chansons qui a été donc écrite musicalement, mais aussi les paroles. C'est une création. Je vous laisse regarder et écouter. On revient, mais on arrive à la fin. Toutes les belles choses ont une fin. Je vais vous poser à peu près la même question, mais surtout vous deux. Comment vous êtes sortis après cet album aujourd'hui? Vous êtes comment? Vous avez dit tout à l'heure, vous étiez content, vous étiez heureux d'avoir fait cet album. Musicalement, humainement, ça vous a apporté quoi? Oui, plus qu'heureux, en fait, c'est un projet qui rassemblait toutes mes aspirations, en quelque sorte. Voilà, le rapport à la chanson, le rapport à la musique classique, de pouvoir nager dans ces eaux merveilleuses, en fait, avec ce répertoire, avec cette voix, avec ces instrumentistes. C'était assez magique, et puis c'était très intense, parce que, mine de rien, on l'a fait assez rapidement, ce disque-là, en tout cas l'enregistrement. Et il se trouve que moi, juste après, j'ai eu un petit bébé, donc ça m'a un petit peu préparé au fait d'avoir un bébé. C'était mon pré-bébé. Oui. Donc les deux à la fois.
Bah, moi, Le fait d'avoir travaillé donc, avec Amel et de savoir que qu'elle va exporter donc, toute cette belle musique kabyle. Avec Amel et Thomas. Et Thomas, c'est-à-dire c'était au-delà du projet artistique qui était très très important, il y avait du travail, mais il y avait cette aventure humaine, c'est-à-dire cette aventure humaine qui pour moi reste quand même très très importante. Parce que bon, c'est des rencontres, j'ai croisé des gens formidables, des musiciens de haute voltige, c'est-à-dire et tout ça m'a réconforté dans le fait qu'il faut persévérer, il faut travailler. Et puis une petite chose pour les gens qui appréhendent un petit peu, c'est-à-dire la chanson kabyle, le texte kabyle peut être porté partout et par tout le monde, pourvu qu'il y ait du talent. C'est-à-dire, par exemple, on revient au phénomène de la composition, musicalement, je connais beaucoup, c'est-à-dire pour composer sur un texte kabyle, je dis que c'est possible. Alors que cet effort, il nous est demandé à nous aussi, en tant que kabyle. Ça s'adresse aux musiciens kabyles. On peut composer, c'est-à-dire il faut travailler dans ce sens-là. Essayer de ne pas user les mélodies qui existent, qu'on est en train de les malaxer. C'est-à-dire c'est possible de prendre un texte et de composer quand on est musicien. Et moi, c'est-à-dire ce qui m'a sublimé, c'est-à-dire quand on m'est revenu avec des compositions... Bah, écoute, je te dis, il a toujours vécu à Zazga. Voilà, c'est-à-dire revenir avec un texte qu'il ne comprenait pas uniquement sur la voix, il nous ramenait ça, c'est-à-dire une composition, et puis porté par le chant, c'est-à-dire ça à croire qu'ils ont fait ça toute leur vie, quoi. C'est-à-dire, voilà. Et Amel, soulagée, heureuse, comment vous êtes après l'album? Moi, j'ai plané tout le long de l'enregistrement. Moi, ça m'a libérée. J'ai trouvé ma liberté. Ça m'a connecté à ma profondeur. Vraiment, ça m'a fait évoluer avec moi-même, avec mes origines. Et oui, voilà, c'est vraiment c'est ça. Et puis, ça m'a... Quel bonheur aussi de voir des gens heureux autour d'un projet, dans un sens, se réunir pour servir une cause commune. Et pour moi, voilà, ça c'est le plus beau des cadeaux. Et puis, je sais que vous produisez partout. J'imagine que vous espérez vous produire en Algérie, à Tizi Ouzou, à Béjaïa aussi. Eh bien oui, en tout cas, c'est en cours. On a une date, en principe, à l'Opéra d'Alger, mais j'aimerais à cette occasion-là aller visiter avec les chemins qui montent Tizi Ouzou, Béjaïa et d'autres régions de l'Algérie, parce que voilà, c'est pour justement encore continuer à montrer notre richesse. Très bien, et puis c'est un beau spectacle, donc vous produisez un peu partout, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes partout, les gens peuvent vous trouver et puis regarder où vous produisez, voilà, vous suivre et venir voir ce beau spectacle. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est Thomas, Asri, merci Amel, merci beaucoup, merci à vous et puis je vous laisse aussi par une chanson donc d'Idir, cette fois-ci elle l'a enregistrée donc dans le studio, je vous laisse avec ça. مثوى عام رحمي وكنا تسواليم تمارت خدمة ما الجنود شبح سواتاس ما تزمرم أدا ديث مدينة نون أما ذي الباريل قطاس انت مدينة فرنسا ورحتي وكنا تسواليم ثان ميرتي متقمية ذنا جاكوني هي كنت تزلي ساقيتين قالتني ديال أرتي مديث قد ما سمع ثيزي وكروش السفقي أروح سيدي
هكني في غويتي جاي صغار يحرق في ميزان يضيب وضواقو يغمي صاروح سيدي هكني في غبنا هذا ما يخسر يجبس في ساقا ما كانت قد يزقا يغري صاروح سيدي يبغانا تحب ولا تامل نوار يسب سازار هذا يغلب هيدي تسمري صاروح سيدي ويبغانا الحرم التقوى هذي لي صدرها هذه تشاب الضبوس شاشيت أروح سيدي ويبغون يزرع ذي لفحة ما يغيل ذي مقام النار ذا قوى ماني وقميص أروح سيدي كني بغبنا هذا ما يخسر يجبستي ساقا فما كانت قد يسقاه يغري صاروح سيدي